bien pour vous. Moi, ça fait 2 fois que je filme cette vidéo. J'espère que, bon, là, ça va aller, que ça va bien se passer. Je commence avec une petite introduction pour vous faire un peu mon auto-promotion. J'ai écrit une romance de Noël, A Star in the Night. On est sur une small town avec une jeune femme qui s'appelle Stella qui a repris l'entreprise familiale, la Sapinière, après le décès de son frère qui devait reprendre l'entreprise. Et on a un jeune homme qui est un natif de la ville de Libridge mais qui lui est parti pour ses études et il revient 10 ans plus tard pour être le nouvel instituteur. Et ces deux jeunes gens qui se sont connus quand ils étaient jeunes mais qui ne sont pas sortis ensemble, qui n'étaient pas amis ni rien, eh bien se retrouvent et on a cette romance de Noël entre ces deux personnes qui d'un côté doit faire ses preuves au niveau familial et de l'autre doit faire ses preuves au niveau de tout le village. Donc voilà, une petite romance de Noël comme on les aime, assez feel good mais en même temps avec des sujets assez nostalgiques. Donc voilà, c'est de l'auto-édition, je l'ai publié sur Amazon, vous aurez tous les liens en barre d'informations. Si vous lisez, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi bien sur Amazon que sur toutes les autres plateformes, Babelio et j'en passe, pour soutenir un maximum et donner un petit peu de visibilité à mon travail. Cette romance fait partie d'une série, nous sommes 6 autrices à nous être toutes rassemblées autour d'un seul projet, Holly Bridge. On a du coup 6 histoires différentes, mais tout se passe dans le même village avec des personnages différents. On a 4 MF et 2 FF si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous pouvez tout découvrir dans les barres d'infos. Maintenant que le petit moment promotion est fait, eh bien je vais vous parler des lectures que j'ai fait récemment. Et donc on va commencer par tout ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Alors, en fait, il y a eu 2 choses. C'est que je suis en train de lire des sagas. Donc du coup, j'en lis un maximum, je les renvoie et pour avoir la suite. Donc là, c'est ce qui va se passer. Je vais vous parler de tomes que je n'ai pas en ma possession, mais j'ai les suites. Donc je vais vous parler en général de l'ensemble. Donc par exemple, My Hero Academia, j'ai lu le tome 40 et le tome 41. Le 40, je l'ai déjà rendu. Donc on est sur une histoire très clairement un shonen avec un jeune garçon qui vit dans un monde où il existe des super-héros, des gens avec des pouvoirs qu'on appelle des alters. Et lui, ce jeune garçon, malheureusement, n'en a pas, même s'il aimerait tellement en avoir. Et voilà, il a un peu ce syndrome de vouloir justement toujours sauver les gens malgré qu'il n'ait pas de pouvoir. Et donc il se retrouve des fois dans des situations un peu compliquées jusqu'au jour où le plus grand des héros, le numéro 1 mondial, All Might, eh bien, va décider de lui passer son pouvoir, puisque justement ce pouvoir-là n'est pas un pouvoir héréditaire qu'on acquiert comme ça, c'est un pouvoir qui se transmet, c'est le seul, et c'est pour ça que c'est le plus puissant. Mais ça, personne ne le sait, sauf ceux qui se passent ce pouvoir de génération en génération. Et donc, du coup, on suit ce jeune homme qui va devoir aller dans une académie, justement, pour apprendre à contrôler ses pouvoirs et tout, comme le titre l'indique. Là, on est sur la bataille finale avec le gros boss final dans les 2 derniers tomes. Donc, je vous avoue que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, j'aimerais quand même un jour savoir comment cette histoire se termine. J'ai aussi lu les Iruma à l'école des démons. Donc là, j'ai lu le 16, 17, 18, 19. Dans le 16 et 17, on est un petit peu en mode Hunger Games. Ils sont envoyés dans des épreuves. Peut-être vous faire le speech de base. Donc Iruma, le jeune homme qui est là, c'est un humain que ses parents ont décidé de vendre à un démon. Et en fait, on a 2 dimensions, la dimension des humains, la nôtre, et la dimension des démons qui avant ne faisait plus qu'une, mais qu'on a séparée. Et donc du coup, les démons pensent que les humains sont des créatures légendaires, et les humains, comme nous ne pensons pas que les démons existent. Enfin, voilà, selon son spiritualité, voilà. Mais du coup, eh bien, le démon, en l'occurrence, qui veut un héritier et qui n'en a pas, décide d'aller chez les humains, de récupérer justement Iruma et de le faire passer pour son héritier. Le problème, c'est qu'Iruma est bel et bien un humain, et donc quand il arrive dans ce monde démoniaque, eh bien, il n'a pas les codes et il sait pas trop comment faire, surtout que tout le monde, justement, a des pouvoirs, a des capacités que lui n'a pas. Donc il va aller dans cette école avec plein de démons et, eh bien, les choses pour lesquelles les gens sont sensibles, puisque ce sont des phénomènes démoniaques et tout, lui, il ne ressent rien. Donc tout le monde pense que justement il est surpuissant puisqu'il arrive à ne pas être impacté par des choses que les autres gens sont impactés. Bref. Donc il y a tout plein de quiproquos mais qui font que eh bien justement il va petit à petit réussir à s'intégrer, à se faire des amis et tout. Dans les 2 tomes que j'ai lus juste avant, on est sur un espèce de camp où ils sont envoyés, en gros dans une espèce de forêt, et ils ont des points à devoir engranger, et à la fin de ces 3 jours, on va voir justement qui a engrangé le plus de points. On a des affrontements entre certains pour récupérer les points des autres, et voilà, donc on a ça. Et à la fin de cet arc-là, on a le secret de Yuruma qui est dévoilé, enfin pas dévoilé, mais que quelqu'un découvre justement que c'est bel et bien un humain et que ce n'est pas un démon. Et donc je pensais qu'on allait partir sur ça, sur la suite, et en fait pas du tout. Dans ces 2 tomes-là, c'est complètement switché le fait que quelqu'un a découvert son secret, alors que normalement faut pas, puisque les démons mangent les humains, littéralement.
Et d'ailleurs, quand la personne apprend que Ioma est un démon, il salive direct, parce que c'est génétique, donc voilà, c'est biologique, comme dirait l'autre. Mais du coup, je pensais qu'on allait partir sur ça, mais pas du tout. Là, on retourne à l'école et en fait, ils ont un récital à la fin de la semaine. Et donc, du coup, chaque classe va devoir présenter un spectacle. Donc, on part vraiment sur ça, sur ces deux-là. J'étais en mode, mais le secret alors, tout le monde s'en fout. Donc, voilà, là, on a justement entraide, amitié. Justement, on a une classe avec les anormales qui est super, justement, parce que comme ils sont pas normaux, eh bien, il y a un espèce de fan family qui se crée et donc c'est assez chouette. Donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai aussi lu du coup Shirayuki, le tome 15, 16, 17 et 18. Dans le 15 et 16, on est vraiment plus sur j'arrive pas à le prononcer. Shirayuki. Donc c'est la jeune femme de l'histoire qui, d'ailleurs Shirayuki aux cheveux rouges, et qui, elle, a des talents d'apothicaire et du coup, eh bien, elle est en train d'apprendre à devenir justement une apothicaire. Il lui arrive plein de péripéties, hein, c'est un peu compliqué. Mais dans cet univers-là, on est plus dans un univers fantasy médiéval. Ceux qui ont les cheveux rouges, on décrète qu'ils ont une destinée bien apparente, bien spécifique. Et donc comme elle a les cheveux rouges, et quand le prince cadet va la rencontrer, il va se dire intéressant. Donc du coup, il va devenir copain avec elle et plus c'est affinité. Dans les 2 derniers tomes que je vous ai cités, on était vraiment avec elle, vu que là ils ont une espèce de séparation, où elle justement elle doit aller pendant 2 ou 3 ans apprendre à gérer les plantes, et lui il doit s'occuper de certains domaines, de certains trucs, chevalerie, armement et tout. Dans les 2 autres, je me faisais royalement chier, j'en avais rien à faire de tout ce qu'elle trouvait au niveau remède, plantes et tout. Dans ceux-là, par contre, on revient avec lui et ses 2 compères, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. J'étais plus intéressée par les intrigues politiques que par elle et ses plantes. Donc je suis contente. On les revoit aussi un petit peu ensemble là. Ça fricote, ça touche museau comme dirait l'autre. Donc j'étais contente aussi à ce niveau-là. Donc j'ai plus apprécié ces 2 tomes que les 2 précédents que j'ai rendus à la médiathèque. Ceux-là, je vais aussi les rendre à la médiathèque pour récupérer la suite que vous verrez dans un prochain update. J'ai aussi emprunté du coup La Princesse d'Hazelwood, une légende irlandaise. On est sur une BD jeunesse avec un style graphique que j'aime particulièrement, je vais vous montrer. Quand ça parle justement des prophéties, des histoires et tout, on est sur ce style graphique que je trouve très léger, que j'adore. Et après, dès qu'on est sur l'histoire des personnages principaux, on arrive sur ce style-là qui est assez différent. Donc on est sur l'histoire de cette jeune fille qui vit avec sa sœur et son père en plein milieu de la forêt. Tous les soirs, son père lui raconte des histoires et elle y croit, mais sa sœur qui est un petit peu plus vieille qu'elle n'y croit pas. Elle a un pouvoir magique justement, c'est un pouvoir de guérison. Quand elle chante, elle est capable de soigner les gens. Le souci, c'est qu'il y a eu un accident dans sa famille, justement, sa mère est décédée suite à une noyade dans le lac gelé. Et son père, quand il lui a demandé d'utiliser ce don à cette gamine, sur le coup, il était tellement choqué de voir sa mère mourir sous ses yeux qu'elle n'a pas été capable d'utiliser son don. Et donc, son père reproche à ce don de ne pas être utile, puisque le seul moment où il en aurait vraiment eu besoin, eh bien, la gamine était tétanisée et n'a pas pu utiliser son don pour sauver sa mère. Donc on a ça, et bien un jour justement, à force de dispute avec son père, et bien elle va s'en aller dans la forêt et on va voir justement que les contes ne sont peut-être pas que des contes et qu'ils vont peut-être plus loin que ça, que la réalité et les contes se mélangent. Bref, c'est assez chouette, c'est assez poétique, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais j'ai bien aimé, petite lecture jeunesse qui fait plaisir. Ensuite, ça c'est des trucs à moi personnellement. Je sais plus si je vous en avais parlé dans un précédent update ou pas, mais j'ai lu L'amour est dans le thé, le tome 9. On est sur une romance entre une jeune femme qui va revenir dans la plantation de thé familiale après des fiançailles catastrophiques, et qui va découvrir que ce n'est pas son frère qui s'occupe de la plantation, mais que c'est un autre gérant qui est très grumpy, très taiseux, et qui va lui apprendre du coup à comment on s'occupe d'une plantation de thé. Les deux sont antipodes, puisque elle, très clairement, c'est la Sunshine, et lui, c'est le Grumpy. Et on va avoir une romance comme ça, assez compliquée, parce qu'en plus, on a un petit age gap entre les deux, et 2 tempéraments totalement différents. Sur le coup, au début, j'aimais bien, mais plus on avance dans l'histoire, plus justement ça m'énerve, parce qu'il y a trop de manque de communication entre les deux, et ça devient lourdingue. Là, je commence à en avoir marre, donc il y a forte chance que j'abandonne. Ensuite, j'ai aussi lu Nina du royaume des étoiles, du royaume aux étoiles. J'arrive jamais à ce titre. Je sais jamais dans quel ordre les prénoms suffixes là sont mis, donc ça m'agace. Donc j'ai lu le tome 13, le tome 14 et le tome 15.
Ouh il en est passé des choses. Donc Nina, au début, c'est une jeune fille, c'est une jeune orpheline qui est dans un royaume où les personnes qui ont des yeux bleus sont extrêmement rares. Et comme la princesse a disparu, le prince qui est ici avec les cheveux noirs, devait la surveiller, eh bien, décide qu'il va devoir trouver quelqu'un pour faire semblant que la princesse n'est pas morte. Et donc du coup, il va récupérer cette orpheline dans les bas quartiers, lui dire écoute, soit tu meurs, soit tu fais ce que je te dis, tu te fais passer pour la princesse. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va faire semblant d'être la princesse. Et on va avoir comme ça plusieurs mois où il va... et voilà, elle est là. Lui, le gars aux cheveux noirs, Azur, va l'entraîner à devenir justement la princesse, puisqu'elle est promise en mariage à un autre royaume et que comme ça évitera la guerre entre les deux royaumes. Le souci, c'est que pendant tous ces mois-là, ils vont apprendre à se connaître, ils vont tomber amoureux, donc à la fin, il ne va plus vouloir qu'elle parte, mais elle va faire son devoir et elle va partir dans le royaume de Seth, celui-là qui a les cheveux blancs, qui est réellement un psychopathe. Mais voilà, il va y avoir justement une relation qui va naître entre eux, qui au début est très conflictuelle parce que les deux ont des choses. Donc chacun a des traumas, chacun doit avoir réparation. Mais du coup, la relation va petit à petit avancer justement jusqu'à ce que lui commence à avoir des sentiments pour elle, mais se rende compte que elle, son cœur est déjà pris par lui. Et là, le triangle amoureux commence et c'est la merde. Dans le tome précédent, Azul, que j'étais Team Azur au début, fait de la merde. Alors une merde intersidérale qui fait que tu deviens automatiquement Team 7 parce que même 7 a ce côté un peu, comme j'ai dû déjà le dire, un peu Niklas Michelson dans The Original et dans Vampire Diaries. C'est un psychopathe, mais c'est un moraligré en fait, c'est un anti-héros qui est capable de tout cramer juste pour toi. Voilà, on est dans ce délire-là. Donc là, son tempérament, ça s'agit un peu justement, il est en mode, bon, je comprends qu'elle a des sentiments pour lui, comment je vais faire pour soit m'acclimater à ça, soit faire en sorte qu'elle se tourne vers moi. Mais sans vraiment la manipuler, mais en même temps, il est en mode, bon, comment je fais? Donc c'est assez intéressant, même si là, le triangle amoureux m'agace, parce que très clairement, Azur, pour moi, il a tellement fait de la merde qu'il n'est pas pardonnable. Mais sauf que la jeune fille, elle, justement, elle navigue entre ces deux gars. On est vraiment sur un triangle amoureux en mode, celui-ci, c'est mon ancien amour, je l'aime toujours, j'arrive pas à m'en détacher. Et celui-ci, malgré tout ce qu'il fait, je suis attachée à lui, j'ai des sentiments pour lui, mais j'arrive pas à lui donner mon cœur justement parce qu'elle est encore attachée à l'autre. Donc on part sur cette vibe-là et on a très hâte justement de lire la suite parce que pour le moment je suis à jour. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement le 16 sera sorti, mais pour le moment je suis à jour, donc ça aussi, ça fait zizir. J'ai lu aussi This Is. J'ai lu encore mieux de Lena Situation. On est sur un livre, et bien tout simplement, c'est le deuxième livre que Lena Situation écrit. Alors, elle a beau mettre je n'aime pas le développement personnel, c'est totalement un livre de développement personnel. Si vous ne connaissez pas Lena Situation, c'est une vidéaste qui fait des vidéos sur YouTube, mais qui en plus a sa propre marque et est une influenceuse assez connue quand même. Elle pèse dans le game, on va dire. Pas qu'on va dire, voilà. Et je l'adore parce que je trouve qu'elle a une énorme bonne vibe. Enfin, voilà. J'adore ce qu'elle dégage, ce qu'elle représente. Et franchement, je la suis depuis déjà plusieurs années et j'adore. Le souci, c'est dans son premier livre qu'elle avait fait, je sentais qu'il y avait un petit décalage parce que je l'ai lu cet été. Hein. Vu que j'ai vu qu'elle allait sortir un autre livre, je me suis dit de peut-être lire le premier qu'elle a fait pour voir si vraiment ça va. Je me suis dit à l'époque que j'aimais pas trop ce que je lisais, mais qu'en même temps, c'était un livre qui datait justement de 5 ans et que sa mentalité il y a 5 ans, c'est pas la même que maintenant. Et que le livre qu'elle allait sortir cette année n'était forcément pas du tout la même chose. Et d'un côté c'est vrai, et d'un autre côté c'est pas vrai. Parce qu'on est toujours sur du développement personnel, on est toujours sur sa vision des choses. À l'époque elle avait mis toujours plus, parce que pour son mantra plus égale plus, cette manière de voir les choses assez positive en fait. Justement le positif atterre le positif. Et depuis elle en est revenue en disant mea culpa, il y a des choses sur lesquelles je reviens. Ce que j'apprécie énormément dans ce bouquin, parce que justement elle revient sur des choses en disant bon, j'avais cette vision là de la vie à cette époque, mais je me rends compte avec le recul que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, la meilleure vision des choses à avoir. Bref, j'aime bien. J'aime bien toutes les anecdotes qu'elle apporte sur justement le monde dans lequel elle vit, aussi bien de l'influence que de la mode et tout. J'adore justement voir ce genre de choses. Par contre, tout le côté développement personnel, conseil et tout, ça me passait, mais alors au-dessus
parce qu'on est vraiment sur le mantra. Alors on était sur le positif attire le positif à l'époque, et maintenant on est sur justement encore mieux, dans le sens où il faut pas plus, mais il faut mieux. Voilà. Il faut pas vouloir toujours plus, mais il faut vouloir les choses mieux. Il faut pas vouloir plus d'argent, ou plus de temps, ou plus de ceci, mais il faut s'écouter soi-même, prendre mieux soin de son corps, mieux soin de sa santé mentale. Enfin voilà, on est plus sur ce genre-là de discours qui est important, hein, on va pas se mentir, mais qui casse pas trop la patte à un canard non plus, qui ne révolutionne pas les choses. Enfin voilà, j'avais un peu l'impression d'avoir une grande sœur qui était en train de me dire que ce que je faisais c'est pas bien, et de faire attention à ce que je faisais. Donc je sais pas, j'étais pas... on va pas se mentir, je regardais une vidéo YouTube de je sais plus trop qui, je lisais un chapitre, je regardais une vidéo, je lisais un chapitre, parce que j'arrivais pas à être emballée par ma lecture tout simplement. Et pourtant il n'est pas très long, en plus il y a pas mal de... il est très aéré, il y a pas mal de... hop. Comme vous voyez, il y a pas mal de petits trucs pour rendre tout ça digeste, mais je sais pas, je l'ai pas aimé. Et oui, j'ai cette version-là, moi, il y en a plusieurs. La version, en fait, cet été, elle a fait un sondage sur son site. Il y avait 4 couvertures possibles. Moi, je voulais absolument une couverture jaune pour aller, mon petit côté toc-toc, avec l'autre. Et en même temps, je voulais une couverture qui ne soit pas celle qui allait être élue. Et c'était celle-ci qui avait le moins de suffrages. Donc je me suis dit banco, en plus elle est en noir et blanc, donc ça va aussi bien avec le style graphique de l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette couverture. Comme ça fait un peu un collector. Donc voilà, je pense pas que je vais le garder, on va pas se mentir. Je sais pas, on verra. Ensuite, lecture que j'ai faite, Ali Hazelwood, Not in Love. Et là, je me suis pris une claque. Parce que, unpopular opinion. J'ai vu tout le monde, DNF, nanani, nanana, on n'aime pas, il y a beaucoup trop de smut, patati, patata. Les gars. Alors déjà, c'est du Ali Hazelwood. Donc déjà, on sait qu'il y a du smut, à part dans son Check It Net, il y a toujours du smut. Deuxièmement, en plus, il y a un petit disclaimer au début, l'autrice dit que c'est une comédie érotique, enfin une romance érotique, je sais plus comment elle sort ça, mais en plus, il y a un disclaimer de l'autrice dès le début. Donc, vous pouvez pas dire, oh oui, voilà. Deuxièmement, je suis désolée, mais quand vous lisez un Hugo roman, il y a autant de scènes de smut que dans celui-ci. Si vous lisez de la new romance, smutty, celui-ci, je ne vois pas pourquoi il vous dérange. Surtout qu'il est très green flag, il y a toujours le consentement et tout. Je ne comprends pas. Voilà. Je comprends pas pourquoi celui-ci il a fait polémique, alors que moi il m'a pas choqué. Enfin en tout cas, étant une fan d'Ali Hazelwood et en lisant de la new romance, il y a des trucs de new romance qui m'ont beaucoup plus dérangé, genre le Twisted Love là de... je sais pas si son nom c'est Anna Wang. Wow, là ça m'a dérangé d'avoir du smut autant que là, non. Donc, on va peut-être faire le petit résumé d'abord. Not in Love, on est sur l'histoire d'une jeune scientifique qui s'appelle Rue et qui a énormément de mal avec la société. Elle ne comprend pas les codes et du coup, elle a une amie et elle a sa patronne avec qui elle s'entend, mais sinon, tout le reste du monde, elle ne le comprend pas et elle ne cherche pas à le comprendre. C'est une scientifique et donc du coup, elle s'attarde sur la nourriture, puisque quand elle était jeune, justement, elle a eu des problèmes familiaux qui ont fait qu'elle a manqué de nourriture. Et donc du coup, on a aussi la représentation d'un TAH. Donc ça, j'ai bien apprécié d'avoir cette représentation, plus peut-être un petit trouble du spectre autistique aussi, parce que justement, comme je vous disais, elle avait du mal avec la société, avec les codes. Quand elle parle, elle dit ce qu'elle pense sans sous-entendu, sans enrober les choses et tout. Et ça peut être perçu un petit peu comme ça aussi. Donc c'est assez chouette d'avoir ce personnage justement qui n'est pas comme les autres. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pareil, elle a des besoins, un appétit sexuel comme tout le monde. Et comme elle le dit, elle ne fait que des one-shot. Elle a une application et elle a en gros, je crois que c'est trimestriellement, des besoins. Elle va sur l'application, elle fait un rencard avec un mec, ils font ce qu'ils ont à faire et voilà, basta, c'est fini. Là, elle va avoir un rendez-vous avec un gars, sauf que, eh bien, malheureusement, son frère, elle, va se pointer, va la menacer parce que problèmes familiaux, patati patata. Le gars va lui venir en aide en dégageant son frère. Et donc, du coup, pour le coup, elle n'a plus trop envie de partir à l'hôtel avec lui, ce qu'il comprend totalement. Et donc, il la ramène chez lui et il ne se passe rien. Mais comme il est mis dans son mention de profil à elle ne fait que des one-shots, jamais elle ne revoit personne. Donc lui, il est un peu en mode dépité, du coup, il ne s'est rien passé entre eux, mais il ne la reverra pas.
Le souci, c'est que là, le lendemain, elle apprend que sa boîte va être achetée et qui c'est qui se pointe pour acheter la boîte? Le gars avec qui elle n'a pas couché la veille. Et du coup, on va avoir comme ça une relation entre les deux assez intense parce que les deux sont attirés l'un vers l'autre et ont des appétits et sont un peu en mode ils savent pas trop sur quel pied danser parce que d'un autre côté lui il a extrêmement envie que ça s'avance avec elle, mais d'un autre côté il voit bien qu'elle a énormément de freins puisque elle a l'impression de trahir aussi bien son amie et sa patronne en se rapprochant de lui. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a le côté scientifique, on a le côté femme family, on a un petit peu de vengeance, on a des problèmes aussi, des problématiques chacun de son côté avec la famille. Et franchement, moi j'adore. Il y a plein de sujets qui sont traités dedans. On a une relation qui est basée sur le sexe, mais pas que, justement, ils apprennent à se découvrir l'un l'autre et j'ai bien aimé. Aussi au niveau du sexe, il y a pas mal de consentement. Par rapport à d'autres bouquins qu'on a lus, je vois pas pourquoi celui-là vous l'avez machiné. Et on a aussi justement une jeune femme qui ne veut pas de sexe avec pénétration. Et au début, c'est justement très intéressant de voir que c'est possible en fait. Faut arrêter de penser que justement l'acte sexuel, ce n'est que le papa d'un maman. Au bout d'un moment, il y a d'autres types de rapports. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette représentation. Bon, la fin, avec la baguette magique, j'étais en mode oh non, justement, tu cassais ce truc de. Mais bon, tant pis. Passons. Parce que j'ai adoré la relation et franchement, si vous avez aimé Aline Hazelwood, si vous aimez la new romance actuelle avec du smut, je ne vois pas pourquoi celui-ci a fait débat. Moi j'ai adoré et je le recommande. Et il fait d'ailleurs partie, je crois, de mes meilleures lectures du mois de novembre. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes les lectures que j'ai eues. S'il y en a certaines que vous avez lues et que vous souhaitez qu'on partage notre avis là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Ou si vous souhaitez me parler, vous, de vos dernières lectures, il n'y a pas de souci, je reprendrai avec un grand plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Évidemment, si vous voulez voir les autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.